quand la Chambre parle, elle parle d'une voix forte. Afin de s'assurer de bien représenter les intérêts de ses membres, la Chambre, dans un premier temps, est à l'écoute. La Chambre s'assure d'avoir de l'information qui vient directement des membres. On le fait, entre autres, au moyen de sondages qui sont envoyés de manière régulière sur différents sujets afin de s'assurer que les intérêts de la Chambre et le sujet qu'on touche soient bien alignés sur les préoccupations. Aussi, on fait des consultations directes avec des groupes ciblés pour être capable d'avoir un bon coup de certains secteurs économiques, pour être capable, lorsqu'il y a des réactions à y avoir ou des positions à prendre, d'être capable de prendre une bonne position, d'être capable d'y prendre rapidement. La Chambre de commerce Saguenay-le-Fjord, c'est un des principaux interlocuteurs au niveau gouvernemental pour les gens d'affaires. On est capable de mettre en relation nos membres avec les intervenants politiques qui font l'actualité et qui prennent des décisions actuellement. On est une chambre de commerce qui est capable d'avoir un bon levier d'influence pour faire valoir la voix de ses membres auprès des instances décisionnelles et des gouvernements supérieurs. Tout d'abord, j'aimerais remercier et saluer nos partenaires annuels, Ville-Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Maintenant, je vous présente nos 3 experts d'aujourd'hui. Tout d'abord, Stéphanie Nadeau, CHRA, conseillère principale, conseil en management chez Raymond Chabot Grant Thornton, généraliste de la pratique en ressources humaines et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréé depuis 2005. La somme des expériences constituant le bagage de Stéphanie permet à cette dernière de bien cerner les enjeux et ainsi proposer des solutions simples et efficaces afin de rendre l'entreprise attrayante, fidéliser ses employés. Stéphanie est énergique, dévouée. Elle est passionnée par l'optimisation et l'amélioration de l'indice de bonheur organisationnel. Indice de bonheur organisationnel, moi j'aime ça. L'amélioration de tout ça, donc l'indice de bonheur organisationnel, mais aussi individuel. Elle est accompagnatrice attestée pour Entreprises en santé. Alors, Stéphanie Nadeau, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous présente maintenant Mario Messier, directeur scientifique du groupe Entreprises en santé, directeur médical chez IBM et GE Bromont, chargé de cours, promotion de SME au travail. Vous allez tout nous expliquer ça. Hein. Santé mieux-être. Santé mieux-être au travail. Je vous le présente. Donc, il a débuté sa carrière comme médecin de famille avant de bifurquer vers la santé au travail. Directeur scientifique du groupe Entreprises en santé depuis la création de l'organisme il y a 17 ans maintenant. Il offre de l'accompagnement aux entreprises en matière de santé et de mieux-être, en plus de proposer des conférences et des formations sur le sujet. Directeur médical pour IBM et GE Aviation de Bromont, il est aussi chargé de cours en promotion de la santé en milieu de travail à la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Bienvenue, Mario Tessier. Merci aussi d'être là. Merci. Corinne Vachon-Croteau, elle est CHRA et coordonnatrice du SAU Concivili, reconnaissance en conciliation travail, famille-travail, ce qu'on appelle le CFT pour les employeurs. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration GRH, et d'une maîtrise en intervention et changement organisationnel. Elle a travaillé pendant plusieurs années au développement des communautés afin de se dédier au dossier de ce qu'on appelle la CFT, Conciliation Famille-Travail. Dans le cadre de son travail, elle offre du soutien aux organisations dans la réalisation d'une démarche de conciliation famille-travail menant à l'obtention du sceau Concilivie, programme pour lequel elle a contribué à la conception. Elle est passionnée du sujet. Corinne a participé à de nombreux événements à titre d'experte. Elle est même maman de 2 jeunes enfants et elle s'est donnée comme mission d'être une ambassadrice de changement en conciliation travail-famille. Bienvenue, Corinne Vachon-Croteau. Merci de votre présence.
Je donne tout de suite la parole à Stéphanie Nadeau qui va vous dire quelques mots sur le déroulement, mais aussi qui va vous préparer à répondre à des petits questionnaires. Alors, bonne conférence à vous trois. Merci encore d'être là et à toi, Stéphanie. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. Effectivement, je vais faire ça court avant de tout de suite essayer de rendre ça plus interactif possible, autant avec les panélistes qu'avec les participants, là, par le biais de quelques questions qu'on va avoir avec un petit sondage. Merci de nous permettre de nous exprimer sur le sujet aujourd'hui, effectivement, qui la santé a toujours été importante, mais je pense que ce qui est différent cette année, c'est la prise de conscience collective par rapport à la santé. Puis, qu'est-ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui? C'est une manière de faire votre part comme entreprise dans l'amélioration de la santé et mieux-être des individus. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé vous présenter des éléments et aussi des moyens pour vous mettre en action par rapport à améliorer ne serait-ce qu'un peu, parce qu'on parle d'une démarche d'amélioration continue. Donc, chaque petit geste est important. En service conseil, à chaque jour et depuis des années, mais encore plus depuis 1 an, on reçoit des appels d'entreprises, d'employeurs, de gestionnaires qui disent on ne se sent pas outillé présentement parce que les gens, justement, la santé mentale est ébranlée. Puis, on ne sait pas, on n'est pas psychologue, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, on ne sait pas quelles questions on peut poser aux gens, mais on se sent dépourvu, puis on sent que nos gens ont besoin et on ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que la démarche qu'on vous propose, c'est une manière concrète de pouvoir aider les employés. Donc, les entreprises bienveillantes, on parle beaucoup de bienveillance aussi en 2021 de plus en plus, c'est des aimants à talent. On parle de marque employeur, toutes les actions qui sont portées pour les employés en matière de santé mieux-être, ça définit votre marque employeur. Après, c'est facile de faire le marketing RH en lien avec ça parce que les gens en parlent, parce que c'est bien vécu à l'intérieur de l'entreprise. Donc, tout ça va dans le sens des tendances aussi en RH. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 panélistes experts avec moi. Donc, on a chacun nos expertises dans le domaine. On est surtout passionnés tous les 3 par le sujet. Ça fait quelques mois qu'on se connaît, qu'on se parle régulièrement. Donc, je vais les laisser d'abord présenter un peu plus leur organisation. Tantôt, on a appris à les connaître individuellement, mais ils vont vous présenter chacun leur mission autant chez Concilivie qu'Entreprise en santé. À vous la parole. Bien, je vais briser la glace. Alors, Concilivie, c'est une initiative dédiée à la conciliation famille-travail. C'est l'initiative du Réseau pour un Québec Famille, qui est un organisme communautaire famille qui a décidé d'aller à la rencontre des entreprises pour présenter une approche gagnante à la fois pour les travailleurs, mais aussi pour les employés, pour favoriser la conciliation famille-travail. Chez Concilivie, on a un volet centre d'expertise, qui est le volet recherche et innovation. Dans le centre d'expertise, on fait annuellement des grands sondages sur la conciliation famille-travail, donc des sondages auprès de 2 à 3 000 employés, puis des sondages auprès de 1 000 employeurs pour vraiment documenter l'état de situation et son évolution, ce qui va nous permettre d'avoir annuellement un grand baromètre québécois de la conciliation famille-travail. On a aussi différents groupes qu'on est en train de monter pour bâtir des consultations sectorielles pour aller voir dans certaines industries où c'est peut-être moins évident la conciliation famille-travail, quelles solutions seraient adaptées à leur contexte propre. Donc ça fait partie des travaux qu'on a en cours chez Concilivie. Concilivie, c'est aussi une reconnaissance. Donc le SAUT Concilivie, c'est une démarche qui est accompagnée, qui est ancrée sur les besoins des employés, puis qui met aussi en valeur ce que les organisations font déjà de bien en matière de conciliation famille-travail. C'est possible de réaliser une démarche comme celle-là par l'entremise d'experts, donc entre autres en faisant affaire notamment avec Raymond Chabot qui peut vous accompagner dans une démarche si vous avez besoin de plus d'appui ou encore de réaliser la démarche par vous-même à l'interne si vous avez les ressources pour le faire. Donc, peut-être juste un petit dernier mot pour nous, la famille, c'est quelque chose de très large. Donc, on ne comprend pas seulement dans la famille les parents de jeunes enfants. On va inclure dans la famille là, vraiment
un large spectre de réalité, c'est-à-dire du désir de concevoir un enfant jusqu'à la prochaine danse au deuil. Donc, pour nous, la famille, c'est vraiment inclusif. Donc, voilà pour Concilivie. Mario, je te cède la parole. Oui, merci, Corinne. Écoutez, le groupe Entreprises en santé, comme Mme Le Rossignol l'avait mentionné, c'est une organisation qui existe depuis maintenant 17 ans. Un organisme à but non lucratif dont la mission, en fait, c'est de soutenir les leaders en milieu de travail qui veulent effectivement créer des environnements favorables à la santé, au mieux-être et à la saine productivité des employés. Saine productivité dans le sens de pas productivité aux dépens de la santé, mais plutôt parce qu'on va améliorer, augmenter la santé. Au groupe Entreprises en santé, on a quatre grands types d'actions qu'on fait. La sensibilisation, pour aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une activité qui est dans l'ordre de la sensibilisation, mais on propose aussi des outils aux entreprises, des outils pratiques pour mettre la santé au cœur de leur plan d'affaires. On peut les accompagner et on offre, un peu comme Concilivie aussi, une reconnaissance pour les entreprises qui font des bonnes choses dans ce domaine-là. Voilà. Merci à vous deux. On aimerait briser la glace avec une question à vous, chers participants, afin de savoir, dans le fond, qu'est-ce que, présentement, où vous en êtes dans vos démarches en santé mieux-être. On dit santé mieux-être ou santé qualité de vie au travail, c'est tout la même chose, c'est tous des synonymes. Donc, on va vous inviter à vous répondre à la question suivante. Qui est quel type de mesures sont offertes actuellement dans votre organisation? Est-ce que vous avez des mesures de conciliation famille-travail, de santé mieux-être, les deux ou aucune? Laissez quelques secondes encore. On va attendre au moins 70 de vote. Je l'ai atteint. Donc, on a un grand gagnant qui est les mesures de conciliation famille-travail qui sont les plus populaires à ce jour dans notre groupe ici aujourd'hui. Donc, c'est le fun aussi de voir qu'il y en a qui ont les deux de mis en place. Puis, le fait qu'il y ait des gens qui n'aient aucune à ce jour, mais qui sont intéressés à les mettre en place, bien, ça démontre qu'il y a encore de la place à entamer des démarches. Donc, chaque situation est très valable. Donc, je vais y aller tout de suite avec une deuxième question. Je vais me familiariser avec mon outil. Merci. Donc, on aimerait savoir, selon vous, qu'est-ce qui est la principale raison pour laquelle vous vous intéressez à des mesures de conciliation famille-travail ou santé mieux-être? Parce que c'est toutes des bonnes raisons, mais c'est quoi la principale là, qui vous vient en tête le plus vite? Réduire les coûts en santé et sécurité, faciliter la rétention et recrutement, améliorer l'engagement et productivité, réduire l'absentéisme ou parce que c'est une valeur pour notre organisation. C'est quoi qui ressort le plus? Okay. Je vais vous partager. Il n'y a personne qui a mentionné que c'était pour réduire des coûts en santé et sécurité, ni pour réduire l'absentéisme. Intéressant. La plus populaire, on va dire, qui se chevauche avec la rétention et recrutement, c'est l'engagement et la productivité. On parle souvent effectivement de présentéisme. C'est la notion d'être présent au travail, mais d'être pas là mentalement et donc de ne pas donner son 100% dans la réalisation, dans sa prestation de travail. Donc, c'est effectivement vrai. Et parce que c'est une valeur pour l'organisation. Bien, bravo pour ça aussi. Donc, j'aimerais vous entendre, Mario et Corinne, sur c'est quoi l'importance justement réelle de qu'est-ce qu'on peut gagner en fait là, à se préoccuper de la santé des employés. Si on commençait par Corinne.
Oui, bien en fait, pourquoi on se soucie réellement de la santé des employés aujourd'hui? Bien, je pense que c'est parce qu'on a réalisé au fil du temps que les employés, c'est la force vive de nos organisations. Sans nos employés, on n'irait pas bien loin. Ils sont au cœur de la réussite des organisations. Puis je pense qu'on l'a d'autant plus réalisé, l'importance de tout ça dans le cadre de la pandémie. La conciliation famille-travail, dans le cadre de nos grands sondages du Concilivie dont je vous parlais un peu plus tôt, a été identifiée comme une source de stress pour 62 des parents travailleurs et des proches aidants. Donc, c'est sûr que ce stress-là a un impact sur la santé mentale. Puis ça, même avant la pandémie, il y a une étude qui a été réalisée par l'Institut national de la santé publique en 2019. C'est une étude qui portait sur la santé mentale et les femmes particulièrement, qui montrait que les femmes qui ont des difficultés de conciliation famille-travail vivaient 2 fois plus de détresse psychologique, donc environ 60 de détresse psychologique versus les femmes qui avaient de la facilité à concilier famille et travail. Pour elles, c'était environ 30 Donc, on voit vraiment bien le lien entre la santé et les difficultés ou la facilité de concilier famille et travail. Donc, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui de s'en préoccuper, d'être attentif à la santé de nos travailleurs. Il y a plusieurs travailleurs aussi qui ont mentionné vouloir changer d'emploi après la pandémie. Ça a forcément à voir, en partie du moins, avec comment ça s'est déroulé à l'interne durant cette pandémie-là, comment on a adressé les diverses problématiques. Donc, je pense que les organisations, en fait, ont beaucoup à perdre de ne pas se soucier de la santé de leurs travailleurs. Le coût pour une organisation, quand il y a un départ d'employés, un départ définitif pour remplacer quelqu'un, on dit que c'est de 30 à 200 du salaire annuel que ça va coûter en frais directs et indirects. Donc, se soucier de la santé, faire en sorte que la conciliation famille-travail, dans mon cas particulièrement, ça soit au cœur des préoccupations, mais c'est sûr que c'est gagnant pour l'organisation. On sait que c'est pour 87 des parents travailleurs et des proches aidants, le fait que son employeur se soucie de la conciliation famille-travail, ça va avoir un impact important sur sa satisfaction au travail. Donc, vous le mentionniez tantôt que pour la fidélisation, l'attraction, c'est important pour vous de mettre en place des mesures de souci de la santé. Bien, je pense que c'est tout à fait juste. Pour 80 des répondants aussi, c'est un impact important sur leur propension à rester plus longtemps à l'emploi. Donc, un impact direct sur la fidélisation des travailleurs, le fait de démontrer notre ouverture puis de mettre en place des mesures. Puis finalement, c'est 53 des parents travailleurs des proches aidants qui nous ont dit qu'ils changeraient d'emploi pour avoir des meilleures mesures de conciliation famille-travail. Pensez-y, si 50 de vos employés vous quittaient demain parce que votre compétiteur offre des meilleures mesures que vous, je pense que ça ferait mal à l'organisation définitivement, tout le savoir qui serait perdu. Donc, on a tout intérêt à s'en préoccuper. Et même, c'est 31 qui accepteraient une diminution de salaire pour avoir des meilleures mesures de conciliation famille-travail. On a donc eu un changement dans les critères de choix d'emploi qui sont opérés dans les dernières années. Je pense que ça va aussi avec un changement de valeur. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt des organisations de se soucier de la santé des travailleurs puis de la conciliation famille-travail. Merci, Corinne. Mario, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avec tout ça? Ça fait un beau portrait. Bien, écoute, comme Corinne l'a mentionné, comme Sandra l'a mentionné au départ, écoutez, la santé, en fait, les employés, c'est au cœur de l'entreprise, mais la santé, bien, c'est au cœur de la productivité ou de la présence des employés en milieu de travail. Puis, un des impacts que je dirais positifs de la COVID, ça a été de faire réaliser avec encore plus d'acuité dans les entreprises l'importance d'avoir des employés en santé. En fait, où on avait peur pour l'infection, là, c'est la santé mentale qui est devenue un enjeu plus préoccupant. Et la COVID, ça a eu un effet un peu bizarre, mais un effet bénéfique en ce qui a trait à la santé mieux-être, c'est que les discussions en lien avec la santé se sont faites au plus haut niveau. C'est devenu vraiment un enjeu stratégique parce que les entreprises ne réalisaient pas toujours pleinement avant la COVID à quel point la santé des employés, c'est un enjeu stratégique important. Puis quand on parle de santé des employés, on pense spontanément à santé physique ou même santé psychologique, mais je rappellerais que la santé, c'est plus que ça. C'est tout ça, mais c'est plus que ça, parce qu'en fait, l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme suit. Elle dit la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie, c'est plutôt un état de bien-être physique, psychologique,
social, et on ajoute même parfois spirituel. Spirituel, pas dans le sens de religieux, mais dans le sens de ma vie est en lien avec mes valeurs et j'y trouve du sens. Dans cet ordre-là, ben, un employé en bonne santé, c'est un employé, oui, qui est bien dans son corps, santé physique, qui est bien dans sa tête, santé psychologique, qui est bien dans son équipe de travail, santé sociale, puis qui est bien dans sa tâche, la santé spirituelle, sa tâche, elle l'allume, il trouve du sens. Parce qu'en fait, ça coûte très cher aux entreprises quand il y a l'un ou l'autre de ces aspects-là de la santé qui est perturbé. Bon, la santé physique, la santé mentale, un employé qui tombe très malade, il va s'absenter. Bon, l'absentéisme, ça coûte cher. Mais des fois, il ne s'absente pas parce qu'il n'est pas suffisamment malade, mais il va être beaucoup moins productif. C'est ce qu'on appelle l'absentéisme. Puis quand la santé sociale n'est pas bonne, quand l'employé n'est pas bien dans son équipe de travail, ne s'entend pas bien avec son boss, mais ça le démotive, il est beaucoup moins productif. Et il y a des chances aussi qu'il aille le voir ailleurs, qu'il change d'entreprise. Puis la santé spirituelle, bien, c'est le sens qu'on trouve au travail, c'est l'alignement avec nos valeurs. Et ça aussi, ça a un impact majeur sur la productivité des employés. Il y a quelques années, on avait fait l'exercice au groupe avec une actuaire d'une firme de Montréal de calculer comment ça coûte vraiment la mauvaise santé des employés. Puis sans entrer dans le détail des calculs actuellement, on avait inclus l'absentéisme, le présentéisme, les assurances collectives, les coûts de CNSST, et on arrivait à 23 % de la masse salariale. Et ça, et une bonne partie de ces coûts-là sont cachés, les entreprises ne les voient pas. Donc, pourquoi qu'une entreprise devrait se préoccuper de la santé? Parce que c'est un enjeu stratégique majeur, qu'ils le réalisent ou pas dans leur organisation. Oui. Puis avec la définition de la santé, Mario, que tu as donnée, c'est facile de décortiquer cette santé-là et d'aller voir pour chaque individu quels sont ses facteurs de risque, puis c'est quoi ses irritants. Puis c'est pour ça que comment on peut le savoir? Bien, c'est en le demandant aux employés, c'est en allant collecter ces données-là qu'on peut savoir sur quoi on peut agir. Ça peut être justement au niveau de la tâche, ça peut être au niveau de l'équipe de travail, ça peut être au niveau du climat, ça peut être au niveau des habitudes, des conditions de travail. Ça peut être de différentes façons qu'on peut améliorer la santé dans l'organisation. Maintenant, au-delà de la loi sur la santé et sécurité au travail qui stipule que l'employeur doit protéger la santé, sécurité, intégrité physique de ses travailleurs, c'est quoi les responsabilités concrètes d'un employeur en matière de santé et mieux-être? On commencer cette fois-ci par Mario. Oui, bien, c'est intéressant, c'est important de discuter de ça parce que souvent les employeurs, on le voit moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé dans ce domaine-là, souvent les employeurs vont dire, écoute, la santé, ça, c'est la responsabilité des employés. Nous, on est là pour produire des biens, des services, puis c'est une responsabilité de l'individu, puis je m'attends qu'il fasse ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Mais on sait aujourd'hui que la santé, c'est une responsabilité partagée. Responsabilité, oui, de l'employé, mais aussi de l'employeur. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qu'on appelle les déterminants de la santé, c'est quoi qui détermine la santé d'une population ou d'un individu? Oui, il y a une part de génétique, là, il y a des maladies héréditaires, on le sait, mais ça, d'après la science, ça représente 7 à 10 % de la santé d'une population. Il y a aussi l'accès aux soins médicaux. C'est sûr que ça prend des docteurs, un service de santé, mais ça, encore là, on dit que c'est à peu près 15 % de la santé d'une population qui dépend de l'accès aux soins médicaux. Ce qui a le plus d'impact sur la santé d'une population, c'est les habitudes de vie, les comportements et, puis ça, on parle à peu près 25 %, mais pour à peu près 50 %, c'est les environnements. Les environnements dans lesquels on évolue. Puis quand on parle d'environnement, on parle d'environnement physique, on parle d'environnements sociaux, on parle d'environnement économique dans lequel on vit. Puis dans les principaux environnements où se retrouve un travailleur, bien, il y a son milieu de travail où il passe 50 % de son temps éveillé durant la semaine. Le milieu de travail a un impact majeur sur la santé psychologique, oui, on le sait par les pratiques de gestion, par les pratiques de conciliation travail-famille, par l'environnement de travail, par les politiques, les procédures, mais il y a aussi un impact majeur, pas juste sur la santé psychologique, sur la santé physique, sur la santé sociale, c'est sûr. Est-ce qu'on a un milieu de travail où les gens ont du plaisir à travailler ensemble ou pas? Puis même sur la santé spirituelle, est-ce que l'employeur s'efforce de s'assurer que ses employés trouvent du sens dans la job qu'ils font, puis que c'est en lien avec leurs valeurs?
Quand l'employeur réalise ça, parce qu'il le réalise ou pas, il y a beaucoup d'impact sur la santé. Puis cette santé-là, quand elle est présente ou pas, ça a aussi beaucoup d'impact sur la productivité, l'engagement, la rétention des employés. Oui, l'employeur a une responsabilité qu'il peut assumer de façon consciente, proactive, en disant « je vais mettre en place ce qu'il faut pour aider mes employés à prendre en charge leur santé puis à créer des environnements qui sont favorables ». Puis quand on parle d'environnement, c'est les pratiques de gestion, c'est les pratiques de conciliation travail-vie personnelle, c'est les lieux puis les politiques qui favorisent ou pas l'activité physique, la bonne alimentation. Tout ce qui se fait dans un milieu de travail a, qu'on le veuille ou non, un impact positif ou négatif sur la santé des employés. Donc, est-ce que les employeurs ont une responsabilité? Oui, ils l'ont. Parfois, ils ne l'assument pas, ils ne l'avouent pas, mais ils l'ont pareil. Mais quand ils la prennent en charge de façon proactive, ils rendent service à leurs employés, ils rendent service à tout le monde. En fait, on a un nouveau concept qu'on a développé avec vous, Raymond Chabot, récemment, la notion des 5G et même des 6G de la santé, dans le sens qu'on entend parler des 4G puis des 5G dans le domaine des télécommunications, mais en santé mieux-être, on est même en avance sur les télécommunications, on est au 6G. 6G de la santé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est simplement que tout le monde est gagnant quand on met en place des initiatives en santé mieux-être. L'employé est gagnant, bien sûr, qui est mieux dans sa tête, dans son corps, dans son équipe de travail. La famille de l'employé est mieux parce que le père, le mère ou le conjoint revient du travail avec encore de l'énergie puis avec le sourire. L'employeur est gagnant, c'est un autre gagnant parce qu'il va avoir plus de productivité, moins d'absentéisme. Les clients de l'employeur sont gagnants parce qu'ils vont avoir un meilleur service. Les gestionnaires de l'employeur vont être gagnants parce que c'est bien plus facile à gérer un employé qui est en bonne santé globale. Puis à la limite, on va dire l'État est gagnant parce qu'on va diminuer les coûts de santé. Donc, les 6G de la santé, c'est pour ça que l'employeur doit s'en occuper. J'arrête là. C'est que ça donne du sens à autant de sens d'amorcer une démarche comme ça. Je vais laisser Corinne me compléter. Oui, bien effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Mario. C'est tout à fait pertinent. Nous autres aussi, on voit la conciliation famille-travail plus spécifiquement comme un élément pour lequel il y a une responsabilité partagée. En fait, même, nous, on parle de l'écosystème de la conciliation famille-travail avec plusieurs niveaux d'intervention pour lesquels chacun des intervenants a sa responsabilité. Donc, les employeurs, oui, ont une responsabilité, mais ils ne sont pas seuls à la porter, cette responsabilité-là. C'est-à-dire que la sphère la plus globale, la plus large, c'est le gouvernement. Le gouvernement a une responsabilité par la mise en place de programmes, de politiques qu'on peut penser, entre autres, au régime québécois d'assurance parentale, au service de garde, à contribution réduite. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites par le gouvernement pour favoriser, entre autres, la conciliation famille-travail. Si on réduit un peu notre champ d'intervention, bien, il y a la collectivité. Comment est-ce qu'on arrime l'ensemble des services pour favoriser la conciliation famille-travail, que ce soit avec les horaires de transport, les transports en commun pour permettre les déplacements de chacun? Comment est-ce que, par exemple, les municipalités adaptent leur grille horaire pour faciliter la conciliation famille-travail, l'accès aux services? On parlait tantôt des garderies, de la garde scolaire. Donc, tout un ensemble d'éléments dans la collectivité qui ont un rôle à jouer dans la conciliation famille-travail. Quand on réduit encore, bien là, on se retrouve avec la bulle des employeurs. Les employeurs, effectivement, puis je vais revenir un peu là-dessus après, évidemment, ont des choses à mettre en place pour favoriser la conciliation famille-travail. Puis il y a ensuite toute la sphère personnelle. Donc, comment est-ce que moi, comme individu, dans mes comportements, comme tu le disais, Mario, je peux favoriser une bonne conciliation famille-travail, que ce soit dans la répartition des responsabilités familiales, par exemple. Comment est-ce que je peux intervenir moi-même là-dessus? Donc, si on revient sur la bulle des employeurs, et donc, vous le voyez, là, c'est une responsabilité qui est vraiment partagée, mais dans laquelle chacun de ces écosystèmes-là a un rôle très, très important à jouer. Les employeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, ils peuvent d'abord reconnaître qu'il y a un enjeu, dire, le nommer, qu'il y a un enjeu de conciliation famille-travail, qu'effectivement, c'est pas facile, et mettre des mesures adéquates en place. Elles peuvent favoriser le soutien organisationnel en formant, en sensibilisant, par exemple, les gestionnaires, les collègues, parce qu'on sait que le soutien organisationnel a un fort impact sur la conciliation famille-travail de chacun.
Puis, finalement, ben, l'entreprise a du pouvoir aussi sur la charge de travail. Donc, on a beau mettre en place des belles mesures, si on a une immense charge de travail, bien, c'est sûr que ça peut nuire à ce moment-là notre facilité à concilier famille et travail. Donc, c'est une responsabilité, oui, mais comme Mario, tu disais tantôt aussi, les organisations en tirent énormément de bénéfices. J'ai envie de vous parler d'une petite histoire, celle de Gardix, qui est un détenteur de sceaux. Eux, quand ils ont commencé la démarche, c'est une entreprise en prévention incendie. Là. Fait que pour le petit contexte, ils ont des techniciens sur la route, des gens qui travaillent en entrepôt, des employés de bureau. Fait que tu sais, quand même une belle diversité de corps de métier. Au début, ils se disaient, ben chez nous, ça se peut pas, la conciliation famille-travail. Je peux pas faire de télétravail. Mes employés sur la route, ben il faut qu'ils répondent aux appels. On n'a pas le choix. Bien, ils ont fait tout un travail de sensibilisation à l'interne pour démystifier d'abord c'est quoi la conciliation famille-travail et que ça va bien plus loin, évidemment, que le télétravail. Ils ont pris conscience qu'ils faisaient déjà plein de choses en matière de conciliation famille-travail. On le voyait déjà tantôt dans le premier sondage, c'était peut-être le deuxième, mais bref, plusieurs d'entre vous avaient déjà des mesures de conciliation famille-travail. C'est 90% des organisations qui disent déjà avoir mis des choses en place. C'est juste que des fois, on ne les regarde pas avec la lunette conciliation famille-travail. Ça peut se perdre parmi des conditions de travail diverses. Donc, vraiment, ils ont fait l'exercice, eux, de regarder ce qu'ils faisaient concrètement déjà en matière de conciliation famille-travail, puis ils ont évidemment apporté des améliorations. Ils ont connu un grand succès, les employés, ça a applaudi à tout rompre quand ils ont obtenu le saut. Ils étaient super contents, ça a joué sur l'engagement, la mobilisation, ça a réduit leur taux d'absentéisme, ça les aide dans le recrutement. Puis là où moi je suis très fière d'eux, c'est qu'ils ont réussi à en faire un projet tellement mobilisateur qu'ils ont créé même une transformation de la culture dans l'organisation. Ils ont même développé le réflexe famille, c'est-à-dire que une fois que le saut a été obtenu, ils avaient déjà déterminé leurs mesures, bien, les gestionnaires poussaient plus loin leur implication. Par exemple, ils ont décidé que les techniciens qui répondent aux appels d'urgence, ceux qui sont en garde de leurs enfants, ceux qui sont monoparentales, n'auraient plus à répondre aux appels de nuit. Donc, on ne t'appellera plus à 3 heures du matin quand c'est toi qui as les enfants parce que ça n'a pas de bon sens de te demander de te trouver une gardienne. Wow! Ils ont décidé aussi un gestionnaire devait changer sa flotte de véhicules. Puis il s'est dit, ben ça n'a pas de bon sens, nos véhicules, ils ont 2 places. Donc, ça veut dire que le technicien qui commence ou qui finit son corps de travail doit se rendre à la maison, changer de véhicule pour ensuite pouvoir aller reconduire ou chercher les enfants. Bien, tant qu'à changer les véhicules, on va prendre des véhicules 4 places. Ça va faciliter la vie de tout le monde va gagner du temps. Mais ça, pour moi, là, c'est merveilleux. C'est vraiment un changement de culture. On est parti d'une organisation qui disait bah, moi, la conciliation famille-travail, c'est pas vraiment mon affaire mais je peux vraiment aller plus loin. Puis dans chacune de mes décisions, comment ça va avoir un impact sur la conciliation famille-travail. Donc oui, les organisations ont une responsabilité. Puis à partir de là, ben, c'est jusqu'où tu décides de la prendre, cette responsabilité-là, pour être aidant avec tes employés. C'est ça. Puis j'aime ce que tu dis, Corinne, dans ton exemple, c'est que c'est pas juste sur les épaules du gestionnaire principal. Il a impliqué ces gens pour trouver des solutions. Mm-hmm. Puis si on ne se dote pas d'une démarche comme ça, puis on ne dit pas, OK, maintenant on le fait, bien, quand est-ce qu'on prend du temps pour réfléchir à ça? Tu sais, la vie continue, tu tombes dans tes opérations courantes, puis tu ne développes jamais rien. Tu fais juste comme ressentir le stress, la pression, la détresse chez les gens. Là, en se mettant en action comme ça, et en impliquant les gens, bien, on trouve des solutions ensemble qui plaisent et qui répondent aux besoins. C'est un bel exemple de succès. Maintenant, on aurait un autre sondage pour vous. Donc, on vous demande, selon vous, c'est quoi le principal facteur de succès pour qu'une démarche en santé, mieux-être ou conciliation famille-travail soit réussie? Puis là, il peut y avoir multiple choice. Hein, on est bilingue ce matin. Fait que c'est pas juste une bonne réponse. Mais c'est quoi qui selon vous, est un facteur de succès majeur? J'attends d'avoir mon 70% de vote. La
ancienne en moi. Bon, OK. Donc, c'est... bon, OK, il faut que je vous le partage aussi. Hein. Donc, c'est l'engagement de la direction qui ressort le plus fort, suivi des communications et la consultation des employés. Par la suite, d'avoir une démarche structurée et des ressources suffisantes. Comme disait Corinne tantôt, d'avoir une démarche structurée, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Structuré ne veut pas dire compliqué. Structuré veut juste dire clair. Et puis, on va en parler tout de suite avec vous deux. Corinne, veux-tu commencer en disant, selon toi, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important dans tous ces facteurs-là? Bien, je dirais que l'ensemble des facteurs est important. C'est dur de dire c'est lequel le plus important. Je pense qu'évidemment, vous l'avez identifié, l'engagement de la direction, c'est un incontournable pour démarrer notre projet. C'est sûr que si la direction n'y croit pas, à ce moment-là, les actions ne suivront pas, c'est définitif. Mais pour moi, pour nous, en fait, chez Concilivie, une démarche intégrée, c'est définitivement une démarche qui va avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire que si on met, par exemple, des mesures en place sans connaître le besoin des employés, on aura beau avoir la meilleure intention du monde, on va peut-être faire un coup d'épée dans l'eau, on n'aura peut-être pas l'impact escompté. Par exemple, je décide de mettre en place un service de traiteur. Super belle idée, belle intention, ça facilite la vie de tout le monde. Mais ultimement, si dans ma population de travailleurs, ils sont vraiment malchanceux, puis il y en a beaucoup qui ont des allergies alimentaires, puis d'autres qui ont du diabète, puis d'autres qui adorent ça, cuisiner, c'est leur moyen de détente, ma belle action, finalement, elle n'aura peut-être pas la portée que je voulais lui donner. Donc, pour nous, commencer par se donner un portrait clair de la situation, donc sonder les employés, identifier nos pratiques formelles, informelles, pour nous, c'est la base pour pouvoir ensuite agir là où ça compte. Chez nous, on divise les mesures de conciliation famille-travail en 4 grands domaines. Donc, ça nous aide à réfléchir à différents types de choses qu'on peut faire pour agir. Donc, c'est pas, évidemment, je le disais tantôt, mais c'est pas que le télétravail ou les horaires flexibles. Ces 2 exemples-là, ce sont de beaux exemples pour l'aménagement du temps et du lieu de travail, mais qui ne s'adaptent pas, évidemment, à tous les contextes. Donc, il y a quand même la première catégorie qui est l'aménagement du temps et du lieu de travail. On pourrait aussi penser à mettre en place, par exemple, des horaires de travail sur 2 semaines. Donc, nos parents monoparentales pourraient peut-être faire moins d'heures dans la semaine où ils ont la garde de leurs enfants, puis en faire plus la semaine suivante. C'est pas super compliqué, mais ça peut avoir un impact notable dans la vie du travailleur. La deuxième catégorie de mesures, évidemment, c'est les congés pour responsabilité familiale. Donc, quand il m'arrive un pépin, quand il y a quelque chose, comment est-ce que je peux m'arranger? Évidemment, des mesures aussi qui vont au-delà de ce que prévoit la loi, ça va sans dire. Les congés, pour nous aussi, c'est la flexibilité dans le choix de nos vacances. Est-ce qu'on donne une priorité, par exemple, aux parents d'âge scolaire pour prendre congé la fameuse dernière semaine du mois d'août, qui est toujours un casse-tête à chaque année? On n'a toujours pas trouvé de solution structurante parce qu'il n'y a plus de camp de jour, l'école n'est pas recommencée. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants durant cette semaine-là? C'est peut-être propice de favoriser la prise des vacances durant cette semaine-là pour les parents d'enfants d'âge scolaire. Le troisième domaine, c'est le soutien aux employés à leur famille. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans le soutien qu'on offre? Avec la pandémie, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont adopté la télémédecine, même beaucoup de programmes d'assurance qui ont ajouté la télémédecine dans leur offre régulière. Donc, je vous invite à aller vérifier si jamais vos assurances n'ont pas changé au cours des dernières semaines, les programmes d'aide aux employés. Mais si on a moins de ressources, ça pourrait être aussi de s'engager 2 fois par année à diffuser des ressources locales pour vos employés. Par exemple, l'appui au proche aidant local qui pourrait venir en aide aux employés qui ont des responsabilités de ce type-là, la maison de la famille de votre ville, par exemple. Donc, ce n'est pas nécessairement des mesures qui coûtent cher à mettre en place. Puis finalement, l'adaptabilité de l'organisation. Comment est-ce qu'on va favoriser, par exemple, le droit à la déconnexion? Avec le télétravail, je pense que c'est d'autant plus d'actualité. Comment est-ce qu'on peut se donner des règles internes par rapport, par exemple, à l'heure de nos rencontres ou comment on peut s'assurer de faire en sorte que les employés vont pouvoir échanger les quarts de travail entre eux, former les employés pour faire le quart d'avant, le quart d'après pour favoriser les remplacements. Donc, c'est toutes sortes de types de mesures qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une démarche. Ensuite, pour nous, ce qui est important, c'est de formaliser les mesures. C'est 79 des employés qui nous disent que pour eux, c'est important que les mesures soient formalisées. Formaliser, ça veut dire écrite,
communiquer. Ça ne veut pas dire de se donner un carcan super rigide duquel on ne peut pas déroger. Ça veut vraiment dire de se donner des balises, des règles de base pour que ça soit clair pour tout le monde. Puis, alors que c'est 79 des employés qui aimeraient ça, c'est seulement 15 des employeurs qui formalisent l'ensemble de leurs mesures de conciliation famille-travail. Donc, on peut dire qu'il y a du chemin encore à faire à ce niveau-là. Ça permet aux employés de, premièrement, qu'il y ait une équité dans l'application de ces mesures-là quand on se dote de balises, mais aussi de légitimiser l'utilisation des mesures. Quand c'est écrit noir sur blanc, je sais que je peux faire ma demande. Puis finalement, je vous donnerai peut-être l'exemple d'une petite entreprise en TI avec laquelle on a travaillé. Il était déjà super bon en conciliation famille-travail. Le nombre de mesures qu'il y avait en place, c'était déjà impressionnant. Mais ils n'étaient pas écrits, ils n'étaient pas formels. Ils pensaient quand même que les employés étaient au courant, mais la démarche leur a permis de se rendre compte que les employés ne savaient pas tout ce qui existait. Donc, pour eux, ça n'a pas été une démarche qui a pris des mois, qui a demandé des investissements incroyables, mais de prendre le temps de consulter, de formaliser leurs mesures dans un document dédié à la conciliation famille-travail, ça a amené de l'impact parce que les employés ont pris conscience de l'ensemble des éléments auxquels il y avait maintenant accès. Donc, puis à travers tout ça, je pense qu'évidemment, c'est important que les bottines suivent les babines, que notre culture fasse du chemin aussi, qu'on s'assure de bien former nos gens aussi pour nos gestionnaires particulièrement, là, pour s'assurer qu'après ça, la conciliation va pouvoir se vivre à travers l'organisation. Mario? Oui, écoutez, moi, je ne reprendrai pas tout ce que Corinne a dit parce que tout ce qui s'applique en conciliation travail-famille s'applique aussi dans le domaine de la santé mieux-être, mais j'en profiterai pour… premièrement, c'est clair, moi, habituellement, je dis que c'est même pas un facteur de succès, c'est une condition sine qua non, c'est l'engagement de la direction. Quand il n'y a pas d'engagement de la direction, on ne peut pas aller très loin, souvent, on ne peut pas aller nulle part. Mais les autres éléments importants, bien sûr, c'est le fait d'impliquer tout le monde. Ça doit être un projet commun. On parle de responsabilité partagée, donc ça doit être mettre la santé mieux-être au cœur de la business. C'est une responsabilité du patron, mais aussi des gestionnaires, aussi des employés. Quand il y a un assureur, on peut impliquer l'assureur. Quand il y a un consultant comme Raymond Chabot, on peut les impliquer. Bref, plus il y a de monde d'impliquer là-dedans, plus on a des chances d'avoir du succès. Un élément que je reviendrai, Corinne a parlé, c'est l'élément de la démarche structurée. Vous savez, dans le sondage au départ que tu as donné, Stéphanie, il y avait 46 des répondants dans notre auditoire qui disaient qu'il y avait des mesures de conciliation travail-famille, 18 de la santé mieux-être. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce chiffre-là. Je pense que 100 des gens qui nous écoutent font de la conciliation travail-famille, ont des mesures de santé mieux-être, mais pas nécessairement de façon structurée, ce qui amène aux gens à dire « ben oui, j'en fais pas ». Parce que, vous savez, faire de la santé mieux-être, c'est pas nécessairement avoir un grand programme avec 15 000 $, 20 000 $ d'investissement. Hein. Nous, quand on parle de santé mieux-être, on a identifié 4 sphères d'intervention. Bon, il y a, oui, les habitudes de vie. Bon, toutes les entreprises qui font des défis, qui s'efforcent d'améliorer l'alimentation, l'offre des aliments dans l'entreprise, qui aident les employés à gérer le stress ou qui offrent des choses là-dedans, c'est dans la sphère des habitudes de vie. Quand ils agissent en conciliation travail-famille, puis encore là, 46 ont répondu oui à ça, mais tous les employeurs veulent pas répondre à des demandes ponctuelles puis s'efforcent de favoriser la conciliation en autant qu'ils peuvent auprès de leurs employés parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est un enjeu majeur d'attraction puis de rétention. C'est souvent un des critères numéro 1 pour lequel les jeunes travailleurs vont décider d'aller à telle place ou l'autre. Mais il y a les habitudes de vie, il y a la conciliation travail-vie personnelle. Nous, on parle de conciliation travail-vie personnelle. Corinne, elle parle de conciliation travail-famille, mais c'est la même chose dont on parle. Mais il y a aussi toutes les pratiques de gestion. Quand vous vous efforcez de faire de la reconnaissance, quand vous améliorez les communications, quand vous réglez des conflits dans votre organisation, vous faites des actions en pratique de gestion qui sont favorables à la santé des individus. Donc, vous faites des interventions en santé mieux-être. Finalement, il y a l'environnement de travail. Quand vous améliorez l'ergonomie des postes de travail, quand vous vous assurez d'avoir des bureaux agréables, adéquats, etc., c'est aussi des mesures de santé mieux-être. Et ça, comme Corinne l'a dit, tout le monde en fait. Mais quand on se met à structurer ça avec un minimum d'organisation, ça multiplie l'impact des interventions.
Un exemple que je vais vous donner, une petite entreprise de la Rive-Sud, CMP Solutions Mécaniques, on a un beau vidéo là-dessus d'ailleurs, qui eux, il y a à peu près une dizaine d'années, ce qui a été l'élément déclencheur, c'était l'augmentation majeure des soins de santé, des assurances collectives. Là. 2 années de suite, 23 puis 30 d'augmentation. Là, ils ont décidé qu'il fallait qu'ils fassent de quoi, puis ils ont décidé d'aller dans un programme de promotion de la santé. Et ils ont vraiment mis en place toutes les bonnes pratiques, les facteurs de succès, l'engagement de la direction, l'implication de tout le monde, consulter les employés, faire des mesures en fonction des besoins, impliquer l'assureur, etc., etc. Et ils ont eu des résultats spectaculaires. De l'ordre, ils ont baissé le taux de roulement de 12 à 3 en l'espace de 2-3 ans. Ils ont diminué le coût d'assurance collective de façon significative en quelques années. Ils ont calculé à l'interne que pour un investissement de 40 000 sur 5 ans, ils avaient économisé 250 000 par année, ce qui donne un rendement d'à peu près 25 pour 1. C'est rare qu'on va avoir un rendement comme ça. Si on était au baseball, on parlerait d'un grand chelem, d'un coup de circuit avec 4 hommes et buts. Mais c'est la preuve, ça démontre bien que quand on structure comme il faut et qu'on fait des bonnes choses, ça donne des impacts positifs tant pour les employés que pour l'entreprise. Oui, on est en mode prévention au lieu d'être en mode rattrapage, récupération, comment je gère ça, tu sais, d'avoir toujours être en mode improvisation et pas avoir de cadre, c'est un stress aussi inutile à l'équipe de gestion. En terminant avant la période de questions, j'aurais une petite dernière pour vous deux. On parlait de ressources tantôt. C'est-tu seulement pour les moyennes et grandes entreprises? Justement, une très petite entreprise, est-ce qu'ils ont les moyens ou les ressources nécessaires pour mettre en place une démarche comme ça? Peut-être un des deux pour respecter le temps. Ben, écoutez, je pense que ça va, Corinne. Je pense qu'autant je peux parler autant pour Corinne que pour moi. Il n'y a pas de taille. Hein? Je veux dire, toute entreprise a des employés. La santé, l'équilibre travail-famille est important, quelle que soit la taille de l'entreprise. Évidemment, pour les grandes entreprises, ils ont les moyens, la structure pour mieux structurer, pour organiser. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, comme Corinne en parlait. Hein. Souvent, c'est simplement la sensibilisation, en prendre conscience, consulter ses employés. Dernière chose en rapport avec ça, c'est un chef d'entreprise qui racontait ça, puis je trouve ça intéressant. On parle de la charge de travail. Souvent, c'est un facteur de stress majeur dans le travail. C'est une raison pour laquelle il faut faire de la conciliation travail-famille. Mais souvent, quand on parle de la charge de travail, notre première réaction, c'est de dire on va enlever des tâches aux gens. Ils en ont trop. Mais des fois, la meilleure réaction, c'est peut-être de lui demander c'est quoi la roche dans le soulier qui te fait boiter et qui te rend difficile à porter ton fardeau? Dans le fond, c'est de demander aux employés comment je peux t'aider à être plus productif? Comment je peux t'aider à sentir moins submergé? Comment je peux t'aider à concilier ton travail et ta famille, etc. Quelle que soit la taille de l'entreprise, de mettre ça en avant, c'est très simple, c'est pas compliqué. Est-ce qu'on est rendu à la période de questions? Nous sommes rendus à la période de questions. Alors, ne vous gênez pas. Il y a des gens qui ont utilisé le chat ou questions et réponses. Plus facile dans questions et réponses, mais ce n'est pas grave si vous le mettez dans le chat aussi, je le vois. Alors, puis, vous pouvez le faire ou encore, on peut ouvrir votre micro et votre caméra également si c'est plus agréable pour vous. Mais ça, il n'y a aucun problème. Alors, allez-y. Il est temps de poser vos questions. On a des experts pour nous aujourd'hui. Puis moi, je lancerai le bal peut-être, là, si vous me permettez. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis le bonheur au travail, pour nous, à la Chambre de commerce, c'est vraiment une priorité. Là. Si on veut être heureux, on va être bien. Tout ce que vous avez dit, conciliation, travail, famille, travail, c'est toutes des choses qui nous touchent. Mais si on voulait faire une démarche vraiment, là, c'est que ça coûte combien? Ça, pour mener à une certification. Bien, en fait, je peux répondre pour nous. Des fois, les mesures qu'on va mettre en place dans le cadre d'une démarche, ça peut faire peur en termes de coûts. Je pense que c'est important d'abord de se déterminer notre budget avant de commencer. Mais dans nos sondages, c'est quand même 77 des organisations qui nous ont dit qu'ils ont mis en place des mesures de conciliation famille-travail à faible coût
ou à coût nul. Donc, ce n'est pas vrai de penser que les mesures, la mise en place de mesures, ça va toujours coûter très cher. Oui, il y a des choses qui peuvent demander de l'investissement quand on ajoute un service, par exemple, mais il y a quand même beaucoup de mesures qui coûtent très, très peu d'argent, que c'est plus dans la flexibilité, d'officialiser des façons de faire des éléments comme ça. Ensuite, au niveau du coût pour notre démarche à nous, chez Concilivie, par exemple, une entreprise qui veut obtenir la reconnaissance, on a des coûts pour l'ensemble des services qui incluent de l'accompagnement, des outils, un sondage, des modèles et tout ça. On commence à 750 $ par organisation pour les organisations de petite taille, puis ensuite, on a une structure de coût en fonction de la taille de l'organisation. Donc, c'est modulé, ça reste accessible. J'aurais envie de vous dire aussi, si réaliser une démarche comme celle-là, dans laquelle vous impliquez vos employés, ça vous permet de fidéliser un seul employé, bien, vous avez déjà un retour sur investissement quand on considère le coût que ça a de perdre un employé. Donc, vraiment, je pense que les employeurs ont tout à y gagner de s'investir dans des démarches comme celle-là. Très intéressant. En fait, si Oui, vous Mario. permettez, Mme Sandra, j'ajouterais juste que oui, on peut toujours se poser la question comment ça coûte de faire ça, mais il faudrait aussi se poser comment ça coûte de rien faire. Et ça coûte beaucoup plus cher de rien faire. Puis comme Corinne le disait, beaucoup d'actions peuvent se faire à coût nul ou à faible coût. Autant Concilivie que nous au groupe, en fait, on a toute une démarche structurée qui ne coûte rien. C'est des outils gratuits. On est une OBNL et donc on offre des outils gratuits, une démarche gratuite. Si on veut être reconnu, avoir de la reconnaissance, il y a une structure de coût qui commence à 395 par année pour une entreprise de 100 employés et moins et autres. Donc, le coût, puis quand on parle de démarche structurée, on dit c'est quoi nos objectifs, c'est qui est responsable, comment ça va coûter, c'est l'entreprise qui décide comment ça va coûter. Mais encore là, c'est plutôt comment je veux économiser, quel bénéfice que j'ai. C'est la question qu'on devrait se poser. Et vous l'avez dit, hein, on est avec la pandémie, les employés se sont beaucoup remis en question. Il y a une circulation des employés. Les entreprises vivent des pertes d'employés ou quand ça ne fait plus ton affaire, l'entreprise, là, c'est un bon moment de partir, je dirais. Puis ça, ces outils-là, bien, ça permet de la rétention, vous l'avez dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Nous, on peut référer des clients directement qui sont intéressés à mettre en place une démarche directement à une des deux organisations selon leur intention, puis où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif. Mais ça peut arriver aussi qu'on les prend en charge nous-mêmes pour les aider dans une démarche plus 360 justement degrés. Si justement il y a de la formation, de la sensibilisation, de la réticence au changement ou un malaise dans l'entreprise, donc au niveau formation et accompagnement de gestion, souvent, ben là, on peut être là pour aider aussi. Il y a quelqu'un qui nous demande si les documents sur les statistiques qui ont été dites seraient disponibles. Du côté de Concilivie, bien sûr, sur notre site Internet, peut-être que je peux les transmettre à Mme Rossignol. Je ne sais pas si vous pourriez faire le lien, mais on a des infographies là, avec les résultats principaux de nos sondages qui sont disponibles avec grand plaisir. Ça, je pense que c'est important dans l'argumentaire pour convaincre la direction. C'est une bonne question. On va vous aider. Même chose du groupe, ou du côté du groupe, on a une boîte à outils, dont une section qui s'appelle « Comment convaincre la direction », où il y a comment bâtir un argumentaire, là, effectivement. Si c'est possible de me faire parvenir à moi ou à mon collègue Claude Boutin, qui est responsable de toute la logistique, là, qui communique avec vous, de nous faire parvenir, on le fera parvenir à tous les participants aujourd'hui. Et Rebecca Maud-Tremblay nous dit « Bonjour ». Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos panélistes? Il est 11h55. On entre dans notre temps. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Stéphanie Nadeau, Corinne Vachon-Croteau et Mario Messier, je vous remercie 1000 fois.
l'événement d'aujourd'hui sera disponible sur YouTube dans les prochaines semaines. Donc, ceux qui l'ont manqué ou qui veulent réécouter ou le faire écouter à sa direction, ça peut être très utile. Je vous remercie beaucoup. Et avant de vous quitter, je vais vous inviter pour nos prochains événements, mais aussi pour une nouvelle cohorte qu'on a lancée cette semaine, qui touche les travailleurs autonomes et les dirigeants de petites entreprises, un parcours qui vient justement pour le bien-être des employés, le bien-être psychologique aussi. Donc, vraiment pour sortir de l'isolement, les travailleurs autonomes et les dirigeants de petites entreprises. Alors, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet à la Chambre de commerce pour voir tous les détails de cette cohorte-là. Le 8 avril, un rendez-vous webinaire avec la BDC ayant pour titre L'ancrage local, nouvelles clés de la réussite. Le 22 avril, un rendez-vous webinaire en collaboration avec Kane Lamar ayant comme sujet COVID-19 et milieu de travail. Non, tout n'a pas été dit. Le 28 avril, là, on commence à se préparer aux élections municipales, le rendez-vous jeunes entrepreneurs sur les élections municipales, donc comment démystifier qu'est-ce qui est important de considérer dans les candidats qui seront aux élections municipales. Et le 12 mai, c'est notre gala des Dubuc, 27 entreprises en nomination. Alors, à vous trois, merci beaucoup. À vous tous qui avez participé, merci. N'oubliez pas de répondre à notre sondage sur l'événement que vous allez recevoir dans le courant de l'après-midi. Pour nous, c'est très, très important, une façon de s'améliorer. Abonnez-vous à notre infolette, c'est gratuit pour ne rien manquer de l'actualité de la Chambre de commerce Saguenay-le-Fjord. Merci d'avoir participé à cet événement. Je vous souhaite un bon après-midi et bon congé, Pascal. Soyez prudents, on ne veut pas retourner dans le rouge, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.